Le présent disque est un disque de famille. On n'y cherche pas le flafla, le caractère artistique. C'est une causerie faite par un ancien du régiment à la mémoire vénérée du capitaine Paul Chevillard. Ce disque a été établi en collaboration entre les fils du capitaine Chevillard et M. Chanoine Saintin doyen de Vignelles, ancien collègue du capitaine à la guerre 1714 au 165e d'infanterie. Le 165e régiment d'infanterie, auquel nous avons eu le grand honneur d'appartenir, fut créé en août 1713 à la suite de la loi de 3 ans. Son berceau fut le séminaire de Glorieux, alors volé par la séparation de l'Église et de l'État. D'ailleurs, depuis, ce séminaire a été rendu au diocèse de Verdun. Les premières compagnies du 165 furent dispersées dans les forts de Verdun. C'est là que les trouva, on ne peut pas dire que les surpris, la mobilisation d'août 1714. Le régiment reçut le baptême du feu le 22 août à Warcq, près d'Étain, et il fit partie désormais, jusqu'en 1716, de la défense mobile de Verdun. C'est dire qu'il est allé dans bien des secteurs, depuis Bettincourt, Moulin de Raffécourt, Brabant-Argonne et Samonieux, le Bois des Corps, les Jumelles d'Orne, Riaville et Pineville, et tout près des Éparges. Il prit part en particulier au dur combat des Jumelles d'Orne le 14 décembre 1714. Mais c'est surtout le 20 février 1716 que, se trouvant au Bois des Corps, en liaison avec les chasseurs de Drian, il subit le rude assaut qui inaugurait la formidable bataille de Verdun, la plus grande bataille de l'histoire. Le régiment fut broyé et il n'en resta que quelques survivants. Et le régiment fut reformé à Lure, en Haute-Saône. Et de là, il partit à Nieuport, où il fit 3 séjours, en 1717 à Ypres, dans la Somme 2 fois, en 16 et en 18, au Fort de Vaux en 1718, et en septembre 1718, au Moulin de la Faux, près de Soissons. Ce fut l'armistice. Le 165 a défilé le premier dans les rues de Vervins. Ensuite, il séjourna du côté de Fourmies et de Valenciennes et partit à pied pour l'Allemagne par Bruxelles, Liège, Aix-la-Chapelle, Jülich, München-Gladbach et devant Düsseldorf à Neuss am Rhein. En août 1719, le régiment revint dans le Pas-de-Calais pour garder les prisonniers qui remettaient en état les mines de Bully-Grenet. Et à la fin de l'année, en raison de la démobilisation, le régiment fut supprimé. Il avait duré 6 ans. Peu d'années, mais beaucoup de gloire. Notre ami Paul Chevillard était de la classe 10. Il fut donc mobilisé le 7 octobre 1711 et il ne fut démobilisé que le 5 août 1719, c'est-à-dire qu'il eut l'uniforme pendant tout près de 8 ans. Au début de la guerre 1714, il fut incorporé au 135e d'infanterie d'Angers, son pays natal, et prit part à la bataille de Fère-Champenoise, où il fut, le 9 septembre 14, blessé par 5 balles de fusil. Promu sous-lieutenant en février 1715
et affecté au 165e d'infanterie le 16 mars 1715. Il resta au dépôt pendant quelque temps et vint en renfort au 165 après l'attaque de Verdun. Il resta au régiment jusqu'à la démobilisation le 5 août 1719. Promu capitaine en 1729, rappelé à l'activité en 1739 et enfin renvoyé à ses foyers le 20 novembre 1739 en qualité de père de 14 enfants. Il y en eut 15, la dernière petite fille est partie un ange au ciel. Voici les citations du capitaine Paul Chevillard. À l'ordre du régiment, en 1717, officier dévoué et consciencieux qui mit son zèle dans l'accomplissement de tout son devoir, blessé de 5 balles de fusil en 1714. Deuxième citation de la 29e division. Officier d'une très haute valeur morale, n'a cessé d'être pour ses hommes un bel exemple de courage et d'énergie pendant toute la période où le bataillon a été en première ligne, a contribué pour une large part à repousser le 4 avril 1718 à Angaran-sans-Terre une attaque sur le bois, tuant à lui tout seul une vingtaine d'ennemis. Et enfin, le capitaine Paul Chevillard fut fait chevalier de la Légion d'honneur le 12 septembre 1721, avec cette citation: officier de haute valeur morale, très brave et courageux au feu, 5 blessures et plusieurs citations. Voici quelques-unes des chansons du 165. Vous excuserez la pauvre voix de l'ancien, voix qui a été fatiguée par 43 ans de ministère paroissial et aussi par les gaz absorbés et reçus le 23 avril 1717 et dans bien d'autres circonstances dans les plaines de Flandre en août et septembre 1717. Première de ces chansons sur l'air de la Madelon. Le 165 régiment de forteresse, devant Verdun, au faubourg de Glorieux, passa, dit-on, une joyeuse jeunesse, à guerre vaille d'ivoire de nouveaux cieux, dit le Manou dans la fournaise, sur leur ancien torride des bleus, il recevait très saillant d'aise, à voir le baptême du feu, se battit à rampon, coussant ses jupes courts, et chapeau sur la main du temps fait son grand jour. Le 165 il a savourageait, il l'a gagné, et de malheureux façon, au Verdun, en Belgique en santé, quand tout le monde a tenu bon. S'il faut demain rentrer dans la bataille, soit à l'honneur de notre régiment, pour se battre, s'il en est de taille, en avant, en avant, en avant. L'hiver survient, il est trop jumelles d'orne, puis non se taire, il faut vivre dans les trous. C'est la tranchée, on patauge tristement, vers debout et de l'eau jusqu'aux genoux. Ah, qu'on s'en voit cumière et fort, comme un moulin de Rapécourt. On a logé 100 balles de gorge, rien vit les prénures leur tour. On avait le teint frais et les membres dispo. On écrasait par jour des milliers de torteaux. Le 165, il a savouragé, il l'a gagné de male façon. Au Verdun, magique en santé, partout on a tenu bon. Faut demain rentrer dans la bataille, en l'honneur de notre régiment. En avant, en avant, en avant. Nice le sans cesse, on se bat de voix des corps, fiers d'appuyer les chasseurs du Grand Drian. Au 3-4-4, il nous faut combattre encore, puis à Mormont, nous donnons tout notre élan.
Le colonel Volet succombe, partout des morts et des blessés, dormaient les braves dans la tombe. Les proches ne sont point passés, et nous avons gagné par cet exploit si beau. Devant la croix de guerre, on est notre drapeau. Le 106 qui dans sa bourragère, il a gagné, et devant le passant, Sauveur en Belgique en santé, partout l'on a tenu bon. Il faut demain rentrer dans la bataille, sans à l'honneur de notre régiment. On se bat d'ici le départ, en avant, en avant, en avant. En avant, en avant, en avant. Voici un envoi aux anciens du régiment. Sur nos fronts de poilus, les neiges sont venues. Reliquat des soucis, des luttes et des travaux, notre printemps fut dur, nos épaules menues ont ployé tant de fois sous de si lourds fardeaux. Je n'avais pas 20 ans et déjà pauvre gosse, transigeais grelotté au créneau du guetteur. Et la nuit et le jour, il fallait que l'on bosse, dédaigneux du sommeil du doute tentateur. Et nous croyons naïfs qu'après notre victoire durerait le bonheur, cruelle illusion. La guerre est revenue et l'occupation par le boche vainqueur de tout le territoire. Les jeunes l'ont chassé, Dieu veuille que demain apporte enfin la paix aux pauvres gens humains. Voici une autre chanson composée par le musicien du régiment Masse, musicien tombé au champ d'honneur à la Faux, le 14 septembre 1918. Voyez passer la tête fière, tous ces poilus beaux et fringants, portant si bien la bourragère, qui s'achetèrent de leur sort. Quand ils traversent un village, les vieux s'inclinent gravement, les filles sont gentilles comme ça, disent qu'elle est ce régiment. 106.5, 106.5 de Verdun de la Somme, 106.5, 5 de Verdun, créneau de chien, 106.5, 106.5. Voici les tambours et la clé du régiment du 106.5, suivi de près par la musique, chantant la gloire et le bon vin. Nos poils et vont la minatière, faisant une garde au drapeau. Des corps et de la croix de guerre, il flotte grand, il flotte haut. 106.5, 106.5, un créneau de chien, 106.5. Il donne dans sa rage folle, rempli de clous et l'œil hagard, prononce par cette parole, mein Gott, il me faudrait regard. Mais quand ils virent la manière dont on reçut leur monument, ils firent machine en arrière, disant quel est ce régiment. 106.5, 106.5, et de la Somme, 106.5, un créneau de chien, 106.5, 106.5. Ce créneau de chien est une expression magnifique que ni Victor Hugo, ni Lamartine, ni Alfred de Musset, ni aucun de nos grands poètes n'aurait jamais trouvé. C'est une trouvaille des poilus du 165. Voici un autre envoi aux anciens. Il y a 50 ans, la glaise du Santerre, au ravin de la mort, nous enlisait vivants. C'était Bellois, Berny, le bois triangulaire, lugubre souvenir de nos lointains 20 ans. Précoce fut l'hiver, c'était le 4e, que nous dûmes subir, et de si rude façon, dans la froide gadoue, et le pinard lui-même, quand il nous parvenait, arrivait en glaçon. Et nous tenions quand même. Il semblait qu'à nos frères, nous allions assurer, par toutes ces misères, enfin pour toujours, la paix, pauvres humains. Se peut-il qu'après tant de luttes et de tombes,
Il s'en fallut de peu que France ne succombe. Voilà bientôt 30 ans. Que serons-nous demain? Mais demain reste à Dieu. Il aura souvenance de tant de vaillants preux. Elle vivra à France. Voici la chanson du 1er bataillon du 165, commandé longtemps par le commandant de Lâche. Parmi les chemins gris de poussière qui partent des faubourgs de Verdun, il en est un qui mène aux frontières. Nous connaissons bien celui d'État. Quand parfois nous allions faire une marche militaire, les gens des patelins chantaient comme nous se refrain. Ces premiers bâtons du 165 de glorieux, ce sont des lurons qui n'ont pas froid aux yeux. Un jour l'Allemand a reçu l'ordre de prendre Verdun et tous ses ports. Il pilla fort cher et dut des morts. Les poilus brisèrent leurs efforts. Sur les cimes de la Meuse, au poème Jésus, ils furent vaillants ainsi que les chasseurs de Drian. Ces premiers bâtons du 165 de glorieux, ce sont des lurons qui n'ont pas froid aux yeux. Mais le poilu restait un homme, c'est-à-dire un être sensible, un cœur. Voici la chanson du poilu dans les dunes, dédiée à la maman restée là-bas, bien loin à l'arrière, souvent dans la peine, la tristesse et les transes. J'ai cueilli pour vous, bord de ma tranchée, ces jolies fleurs bleues, myosotis d'amour, qu'avril fait renaître. En vous l'envoyant, je vois apparaître votre bon sourire et vos yeux si doux. J'ai cueilli pour vous, bord de ma tranchée, ces jolies fleurs bleues, myosotis d'amour. Puis quand viendra mai ou mère chérie, mon bouquet sera de muguet tout blanc, cueilli dans les Flandres. Nous de Nieuport depuis septembre, tenant toujours alertes et confiants. Puis quand viendra mai ou mère chérie, mon bouquet sera de muguet tout blanc. Si je vois juillet baigné de lumière, mon envoi sera de coquelicot au rouge pétale, que je cueillerai sous la pluie des balles, la teinte du sang de tant de héros. Si je vois juillet baigné de lumière, mon envoi sera du coquelicot. Puis toutes ces fleurs aux couleurs de blanc feront un bouquet souvenir pieux. Si la mort brutale m'emportait un jour dans une rafale, en pensant à vous, je m'en irai à Dieu. Puis toutes ces fleurs aux couleurs de blanc feront un bouquet souvenir pieux. Nous sommes heureux d'associer à la mémoire du capitaine Chevillard le souvenir de M. l'aumônier, M. l'abbé Quintal, qui, pendant les 4 années les plus dures de la guerre, fut toujours le soutien du moral, le bon conseiller, celui qui remontait les courages, celui qui semait l'espoir et qui a maintenu notre foi chrétienne, qui a maintenu nos sentiments chrétiens et nos vocations familiales, vocations sacerdotales, en nous conservant toujours au service de Dieu. Honneur à la mémoire du capitaine Chevillard et honneur aussi
à notre bon monomenier, l'aumônier Quintal, et nous associerons aussi le chanoine Ardent, vicaire général de Limoges, qui était notre aumônier divisionnaire et qui avait, pour le 165, une affection toute spéciale. Honneur à leur mémoire et que Dieu là-haut les récompense de tout bien qu'ils ont fait à nous autres, les pauvres petits poilus, perdus dans la grande foule de l'armée et soumis à tant d'épreuves physiques et morales, que de là-haut, ils bénissent nos vies finissantes et nous aident à réaliser leur bel idéal de devoir. Rappelons que chaque année, le 165e d'infanterie rallume la flamme à l'Arc de Triomphe le 22 février. Le 21, ce sont les chasseurs de Drian qui ont cet honneur, et le lendemain, c'est le 165. Dès là que nos deux chefs de corps, Drian et Volet, sont tombés l'un près de l'autre au champ d'honneur dans la grande bataille du Bois des Corps. Nous pouvons relever à la louange du capitaine Chevillard que sa citation de 1718 rappelle le dur combat du 4 avril à Angars-en-Santerre. Or, à l'église de Angars-en-Santerre, église reconstruite, un vitrail rappelle en effet que c'est le 4 avril 1718 que la grande attaque des Allemands venant de Saint-Quentin et marchant sur Amiens pour couper la ligne de chemin de fer de Paris-Calais, c'est le 4 avril à Angars que fut stoppée l'attaque allemande. C'est donc le 165, et en particulier le 2e bataillon du 165, auquel appartenait le lieutenant Chevillard, il n'était que lieutenant alors, que fut stoppée l'avance allemande. Ce titre est magnifique pour le capitaine qui, à ce jour-là, a très bien et magnifiquement fait son devoir. Après Verdun, le 106-5 reconstitué fut envoyé à Nieuport à l'extrême gauche du front. Fin juin, la chaleur était fort ardente et quel supplice d'être à la plage sans pouvoir s'y baigner. Cependant, une nuit, le secteur étant tranquille, un observateur d'artillerie allemand eut l'idée de profiter de ce calme pour aller se baigner à marée basse. L'eau se retirait à plus d'1 kilomètre, et il y avait donc des chances qu'on ne soit pas vu, surtout la nuit. Le baigneur avait pensé qu'en simplifiant au maximum son costume et en rampant sur le sable blanc, il passerait inaperçu des sentinelles françaises, assoupies d'ailleurs par la chaleur de la canicule. De fait, le premier voyage réussit à merveille, et notre gaillard s'en paya dans l'eau largement. Mais il fallut songer au retour et se traîner comme un serpent. Hélas, la nuit, il oublia sa géométrie. Et en rampant, il fit, sans le vouloir, dans la nuit, un angle trop à droite. Le voici devant une sentinelle française qui crie « Qui vive ?» demande le mot de passe. Le baigneur ne put répondre et d'autre part, il ne pouvait fuir. Stupéfaction du petit Français de se trouver devant ce grand diable nu comme un ver. Un camarade prêta une capote pour pouvoir emmener décemment le prisonnier au commandant. Le lendemain, le dit prisonnier fut ramené en première ligne, où on essaya de lui soutirer des renseignements. Il ne céda aucune menace et garda tous ses secrets, honneur à lui. La sentinelle devint caporal, toucha 500 francs or et eut une permission exceptionnelle de 15 jours, d'où elle revint avec 4 jours de retard, ce qui lui valut de perdre ses galons, la gloire humaine et parfois
bien éphémère. Traînons le chien, 106. Et voici l'autre histoire de juillet 1916. L'histoire de la Compagnie des Braves. Témoignage authentique d'un ancien. Le 28 juillet 1907, dans une cuvette des dunes de Coxide, dans la direction de Nieuport, à l'arrière, le premier bataillon fut rassemblé pour la remise de décorations à quelques rescapés de Verdun. Pour nous, jeunes de la classe 16, c'était notre hommage aux prestigieux anciens sortis, ils ne savaient comment, de l'enfer du bois des corps. Mon capitaine, Babilote de Thierville-Meuse, allait recevoir la Légion d'honneur. Nous fûmes rassemblés en carré, les 3 compagnies du premier bataillon et la compagnie de mitrailleuses. Le colonel Lefort-Beaulieu arriva. C'était un ancien cavalier. D'ailleurs, ça se devinait, rien qu'à voir, ses jambes en serpette. Nous présentons les armes, baïonnette au canon. J'avais devant moi, j'étais caporal, le commandant Delage, qui tenait bien droit sur son ventre proéminent son grand sabre. Le colonel inspecta les futurs décorés et procéda à la remise des médailles. Babilote, petit, trapu, rougeau, mais de solide carrure, ne perdait pas un pouce de sa taille. Il fut décoré de premier. Et voici que, par je ne sais quelle distraction, le colonel se trompa et par 2 fois appela notre capitaine caporal. Et de sa petite voix, dont la tonalité devait être le ré d'en haut, le colonel proclama: « Au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, caporal Babilote, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Et dans le régiment, tout le monde sait, personne n'ignore, que depuis le caporal Babilote jusqu'au dernier de ses hommes, ce sont tous des braves, fermez le banc. » Un fou rire gagna toute assistance. Le sabre de Delage, le commandant, faisait de drôles de mouvements sur son ventre qui se bidonnait. Seul le colonel ne s'apercevait de rien. Et depuis ce jour-là, la 3e du 106.5 est devenue la compagnie des braves. Et quand dans la nuit, on se rencontrait, dans les relèves, dans les boyaux, dans le boyau des caves à Nieuport, on demandait toujours « Quelle compagnie ?» Et nous répondions « Compagnie des braves ». Et tout le monde savait que c'était la 3e. Et la 3e, il n'y en avait qu'une. Vive donc la 3e et vive Babilote. Babilote devait tomber au champ d'honneur 18 mois plus tard à Merkem, près d'Ypres, et pour nous, honneur à lui. En effet, nous avions été désignés justement pour être en première ligne. Sur la réclamation de ces officiers, il est allé plaider notre cause, et nous fûmes placés en 2e ligne. Le lendemain, un obus le tuait dans son minuscule abri. Si nous avions été en première ligne, il est très probable qu'il aurait eu la vie sauve. Et 20 ans après, son petit caporal devenu prêtre, curé de Thierville, allait souvent, sur sa tombe, offrir une prière de reconnaissance à son commandant de compagnie, mort pour la France, mort pour la compagnie des braves. Le 106.5 reçoit. Après le 20 février 16 jusqu'à l'armistice, le 106.5 eut, si j'ai bonne mémoire, 4 visites sensationnelles. Premièrement, à Lure. En fin mars ou début d'avril 1916, revue du général Joffre sur le champ de bataille, sur le champ de manœuvre de Lure, en Haute-Saône. Deuxièmement, Nieuport, visite du roi et la reine des Belges. Un délicieux récit peut être lu dans le journal de tranchée du 165, La Liaison. Troisièmement, à Coxide, la revue passée par le général Roch, qui venait de devenir ministre de la guerre à la place de Gallieni. Et enfin, en janvier 18, au camp Saint-Louis dans les dunes, visite de Clémenceau.
du côté de Saint-Dizelzebald. Voici 2 incidents dont j'ai gardé la mémoire. Premièrement, pour l'inspection du général Roch, le régiment avait été aligné le long de la route pavée qui va de Coxyde à Nieuport. Nous étions sur 2 lignes fort longues, et après avoir attendu patiemment, nous entendons les premières compagnies se mettre au garde-à-vous et présenter les armes. En effet, une auto paraît, à l'entrée doucement, et avançant sur le front de la troupe. Nos officiers en concluent que le ministre passe la revue en auto, étant donné la ligne fort longue des soldats. Et à mesure que l'auto approche, chaque compagnie présente les armes, baïonnettes au canon, et prend une attitude impeccable. Déception, il n'y avait dans l'auto que le chauffeur, qui recueillit les prémices des honneurs. Il fallut déçu reposer les armes et attendre longtemps le passage du vrai ministre. À vrai dire, en toute vérité, le cœur n'y était plus. Deuxième incident. Lors de la venue de Clémenceau au camp Saint-Louis, sitôt que le président fut entré dans le camp, il visita les cantonnements et alla passer la troupe en revue. Mais au poste d'entrée, on entend des discussions. Des hommes, avec fusil et baïonnette, montent sur la dune et poursuivent un individu, personnage paraissant suspect, un espion peut-être. Et voici que le dit espion lève les bras en l'air et s'écrie « Mais ne tirez pas, les gars, je suis le chauffeur du président et je ramasse du sable des dunes pour astiquer demain les couteaux. » L'incident se termina par un grand éclat de rire. En plein temps, premièrement à la plage, vers la laiterie royale, entre Hausse-Dunkerque et Nieuport, un obus allemand arriva en plein dans l'ouverture de l'abri des marins, et éclata dans la bouchure même du canon et explosa. Nombreux blessés et tués. Deuxièmement, les dunes étant un secteur tranquille, nos cuisines étaient installées en 3e ligne. Un jour, la marmite allemande vint juste éclater dans la casserole française du 1er bataillon. Les frayaux furent transformés en shrapnel. Et ainsi, pendant 2 jours, nous avons dû nous contenter de conserves et de singes en particulier, à la place des pauvres faillots qui avaient été dispersés de tous les côtés. On ne signale pas cependant de blessés du fait des 10 faillots. Enfin, le 14 juin 1916, nous étions relevés par les Anglais. Ma compagnie était une des dernières à quitter les lignes. Et voici qu'un obus de 150, siffle au-dessus de nous, éclate devant nous. Comme personne n'était atteint, nous continuons notre route et nous arrivons à l'endroit où le 150 avait été. Il y avait tout un rassemblement d'Anglais, soldats du génie et de fantassins. C'est que l'obus de 150 avait ouvert une cave murée depuis 14, cave qui contenait 1500 ou 2000 bouteilles. Joie de tous, joie des Anglais, qui préféraient décidément le fin nectar de France à la méchante bibine de chez eux, joie des gars du génie et joie du 165, et alors que nous descendions avec tout notre harnachement, ayant encore un sac de moules cueilli sur l'estacade de l'Isère, nous avions encore ajouté dans les grandes poches de notre capote une bonne bouteille que nous devions déguster plus tard ensemble. Le 150 avait du bon. Autre histoire, le tonneau mystérieux. Le fait se passait vers juin ou juillet 1916 aux tranchées du front de mer du Nieuport. Le temps était splendide, le secteur calme, et par moments on aurait pu croire que ce n'était pas la guerre. Étant de garde au premier poste du front juste à la plage, nous apercevons, mon compagnon et moi, un tonneau qui se balançait sur les vagues. C'était la marée montante, et le dit tonneau se rapprochait des 2 postes allemands et français. Serait-il pour nous? Serait-il pour les Boches? Les Allemands tirent au fusil pour attirer le tonneau de leur côté. Nous en faisons autant pour l'attirer du nôtre.
mais les balles ne peuvent changer le mouvement du tonneau sur les vagues. Finalement, nous fûmes gagnants, sans aucun mérite de notre part. Le tonneau vint s'accrocher au réseau de fil de fer français. Mais comment aller le chercher? Le petit poste allemand aurait démoli bien vite quiconque se serait aventuré dans les parages. Le tonneau resta là plusieurs semaines. Nous dûmes profiter d'un jour d'orage pour nous risquer à l'accrocher à un câble. Nous avions gagné. Le tonneau contenait des pommes de Californie, et venait d'un navire coulé. Confites dans l'eau salée, les pommes étaient immangeables. Était-ce la peine de risquer une vie humaine pour un butin aussi détestable? Il est maintenant l'heure de conclure. Chers enfants et petits-enfants chevillards, n'oubliez jamais les magnifiques pères et mères, grands-pères et grand-mères que le bon Dieu vous a donnés. Et je vous citerai cette pensée d'un grand écrivain du siècle dernier. Ai-je assez remercié Dieu de tout ce qu'il a mis dans mon cœur, de vie, d'amour, de bonheur, par le don qu'il m'a fait de mon père et de ma mère. Et voici l'autre pensée d'Ozanam que je m'applique à moi-même et que vous pourrez peut-être vous appliquer à vous-même. Je rends grâce à Dieu de m'avoir fait naître dans une de ces positions sur la limite de la gêne et de l'aisance, qui habitue aux privations sans laisser ignorer les jouissances, où l'on ne peut s'endormir dans l'assouvissement de tous les désirs, mais où l'on n'est pas distrait non plus par les sollicitudes continuelles du besoin. Remercions Dieu de nos pères et de nos mères, continuons leurs exemples, soyons dignes d'eux, et que là-haut, près de Dieu, ils soient fiers de nous toujours.